Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir. Ici, nous explorons le passé pour que vous puissiez vous endormir confortablement et productivement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker immédiatement, car à la fin de l'histoire, vous vous plongerez dans un sommeil profond. Fermez les yeux, l'histoire commence déjà. Grigori Raspoutine reste l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire de l'Empire russe. Son image est enveloppée de nombreuses légendes et rumeurs mystiques qui continuent d'alimenter les débats aujourd'hui. Certains le considèrent comme un prophète et un guérisseur, tandis que d'autres le voient comme un manipulateur dangereux, voire un agent des forces obscures. Comment un simple paysan d'un lointain village sibérien a-t-il pu gagner la confiance totale de la famille impériale et devenir l'une des personnalités les plus influentes de son temps? Pourquoi est-il devenu la cible d'innombrables intrigues et tentatives d'assassinat? Et comment a-t-il réussi à échapper à la mort aussi longtemps, comme s'il disposait vraiment d'une protection surnaturelle? Dans cette conférence, nous partirons à la découverte de la vie de Raspoutine et tenterons de faire la distinction entre les faits historiques et les fantasmes qui l'entourent. Nous nous immergerons dans les méandres des intrigues de cour, des scandales et des complots pour révéler la véritable nature de cet homme dont la vie et la mort demeurent tout aussi mystérieuses. Qui était réellement Raspoutine? Un sage âgé, un intrigant rusé ou un prophète énigmatique? Je vous invite à explorer cette histoire captivante, où la réalité pourrait s'avérer plus étonnante que les légendes les plus extraordinaires. Grigori Efimovitch Raspoutine est né le 21 janvier 1869 dans le village de Pokrovskoye, situé dans la province de Tyoumen. Ce village sibérien typique est entouré de forêts et de marécages, présentant un climat rigoureux et des conditions de vie pénibles. La famille Raspoutine était tout à fait normale pour la classe paysanne de la Russie impériale, nombreuse, laborieuse et peu aisée. Le père de Grigori, Efim Yakovlevitch, était un paysan propriétaire, ce qui signifiait que la famille possédait une petite parcelle de terre capable de subvenir aux besoins de tous ses membres. Il fallait travailler dur et beaucoup, surtout pendant la courte saison estivale en Sibérie, lorsque les paysans labouraient les champs presque jour et nuit pour récolter avant l'arrivée des premières gelées. En plus de l'agriculture, Efim Yakovlevitch s'adonnait activement à la pêche sur la rivière. Et en hiver, il effectuait des petits travaux de transport, acheminant des marchandises et des personnes en traîneau. Ses concitoyens se rappelaient de lui comme d'un homme strict, exigeant mais juste, respecté dans le village pour son travail, assidu et sa fiabilité. Sa mère, Anna Vassilievna Raspoutine, était une femme pieuse au caractère doux. Pour elle, la religion et les rituels orthodoxes traditionnels, essentiels dans les familles paysannes de l'époque, tenaient une place prépondérante. C'est sa mère qui a transmis à Grigori une profonde sensibilité religieuse, influençant de manière significative la formation de son caractère et sa perception du monde. L'enfance de Raspoutine a suivi un parcours typique pour les enfants paysans de cette époque. Dès son jeune âge, il aidait sa famille dans les tâches domestiques, accomplissant diverses corvées à la maison, dans les champs et en s'occupant du bétail. Malgré la monotonie de cette existence, les villageois avaient déjà commencé à remarquer certaines bizarreries dans le comportement du jeune garçon. Des souvenirs d'habitants de Pokrovskoye ont été rapportés plus tard par des historiens et des chercheurs. Par exemple, la villageoise Paraskeva Korotkova a indiqué qu'après avoir subi une grave maladie durant son enfance,
Grigori était devenu renfermé, songeur, et avait commencé à éviter la compagnie des autres enfants, préférant passer beaucoup de temps seul. Il s'éclipsait souvent dans la forêt et pouvait passer des heures assis au bord de la rivière, contemplant pensivement l'eau, comme s'il écoutait quelque chose d'invisible. Un autre villageois, Mikhail Novoselov, se rappelait par la suite qu'à sa jeunesse, Raspoutine avait une capacité étonnante à apaiser rapidement même les chevaux les plus récalcitrants et d'autres animaux domestiques. Cependant, il est crucial de prendre en compte que les habitants de Pokrovskoye ont commencé à partager ces récits à une époque où la renommée de Raspoutine était déjà établie et où les rumeurs et légendes à son sujet se propageaient rapidement. C'est pourquoi la véracité de tels témoignages suscite des interrogations et il convient de les traiter avec précaution. À l'âge de 18 ans, Grigori épousa une jeune fille du coin, Proskovia Fyodorovna Dubrovina. Ce mariage fut conclu avec le consentement des parents, selon les traditions des familles rurales de l'époque. Proskovia lui donna 7 enfants, mais seulement 3 d'entre eux atteignirent l'âge adulte, son fils Dmitri et ses filles Maria et Varvara. Les premières années de leur vie familiale étaient typiques d'un foyer de village sibérien. La famille s'occupait de l'exploitation agricole, et Grigori aidait son père tout en prenant divers emplois pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Cependant, à cette époque, les villageois commencèrent à remarquer que Raspoutine était de plus en plus attiré par des quêtes spirituelles. Il quittait souvent son domicile pour se rendre dans des monastères voisins ou pour rencontrer des anciens et des prédicateurs de passage à Pokrovskoye. Sa recherche religieuse devenait peu à peu plus intense, façonnant en lui une vision particulière de la vie qui bientôt l'inciterait à quitter sa terre natale et à entreprendre de lointains voyages. Au milieu des années 1990 du XIXe siècle, la vie de Grigori Raspoutine prit un tournant décisif. Cet ancien paysan ordinaire, engagé dans la gestion de son exploitation et l'éducation de ses enfants, ressentit soudain une envie irrésistible de voyager et de poursuivre des quêtes spirituelles. Ces changements surprenaient d'abord les habitants de Pokrovskoye et inquiétaient sa femme, Proskovia Fyodorovna. Pour elle, la passion de son mari devenait une épreuve difficile, car il s'absentait en pèlerinage pendant des semaines, voire des mois, laissant sur ses épaules la responsabilité des enfants et des tâches domestiques. Cependant, malgré toutes les difficultés, Proskovia acceptait en silence et avec patience ce nouveau mode de vie, le considérant comme une épreuve venant d'en haut. Les premières excursions de Raspoutine étaient courtes et locales. Il se rendait à Tobolsk et à Verkhoturye, alors considéré comme le centre spirituel de la Sibérie. C'est à Verkhoturye qu'un épisode marquant se produisit, largement commenté par les villageois. Après de longues prières et des veillées nocturnes au monastère, Grigori commença à expérimenter des visions. Les contemporains racontèrent comment, de retour dans son village natal, il évoquait des rencontres avec des anges et des saints, suscitant à la fois admiration et moquerie parmi ceux qui l'entouraient. Cependant, la véritable renommée du mystérieux vieillard de Pokrovskoye débuta après qu'il entreprit un voyage plus long vers les monastères centraux de Russie. L'un des pèlerinages les plus significatifs et, comme il s'est avéré, controversé, fut celui vers Valaam, sur les îles du lac Ladoga, au sein d'une communauté de durs ascètes. Raspoutine fit face pour la première fois à une réaction ambiguë des moines envers son comportement. Certains moines se souvenaient plus tard
qu'il pouvait entrer dans un état d'extase religieuse, criant à haute voix pendant la prière et donnant l'impression d'un homme au bord de la folie. L'un des témoins s'adressa même à l'abbé pour demander de faire sortir ce pèlerin atypique du monastère. Cependant, d'autres moines considérèrent cela comme un signe de la véritable piété et de la profonde spiritualité de Raspoutine. Sa visite à l'Optina Pustan fut tout aussi fascinante. Ici, selon les souvenirs des pèlerins, Raspoutine se retrouva immédiatement au centre de toutes les attentions. Bien qu'il ne fût pas moine, de nombreux pèlerins commencèrent à se tourner vers lui pour obtenir des conseils et même des bénédictions. C'est ici que sa capacité étonnante à attirer les gens se manifesta pour la première fois. Les autorités monastiques le remarquèrent rapidement et accueillirent avec méfiance l'apparition de ce laïc étrange, prétendant jouer le rôle de guide spirituel. L'un des anciens d'Optina, l'ancien Varsanofi, écrivit plus tard sur Raspoutine que, bien qu'il impressionnât fortement les pèlerins, son comportement était trop provocateur et excentrique, ce qui ne respectait pas les strictes règles monastiques. Un épisode survenu lors de la visite de Raspoutine à la laure de Kiev-Petchersk fut particulièrement débattu dans la société. Selon les souvenirs des pèlerins, Grigori, plongé dans une extase religieuse, tomba soudainement devant les icônes et commença à pleurer bruyamment, tout en prophétisant des calamités à venir. Un tel comportement provoqua une grande confusion et même un petit scandale, poussant les moines de la laure à lui demander de quitter le monastère. De tels épisodes devenaient rapidement le sujet de débats publics et contribuaient déjà à façonner l'image controversée de Raspoutine, renforçant à la fois sa renommée parmi les croyants et sa réputation ambiguë au sein du clergé. Parallèlement aux événements effectivement confirmés, il existait également des légendes qui allaient devenir une partie intégrante de l'image mystique de Raspoutine. Par exemple, des rumeurs persistantes circulaient concernant sa visite à la sainte montagne du mont Athos. On affirmait que Raspoutine aurait eu des conflits avec les moines atonites en raison de son interprétation jugée trop libre de la foi orthodoxe et qu'il aurait même été expulsé par eux en raison d'un comportement inapproprié, bien que les historiens n'aient jamais trouvé de preuves documentaires fiables à ce sujet. À cette époque, Fyodorovna se retrouvait pratiquement seule à Pokrovskoye, devant faire face aux commérages incessants qui affirmaient que son mari avait abandonné sa famille pour de mystérieuses aventures religieuses. Ses concitoyens l'observèrent souvent en larmes. Néanmoins, elle continuait à défendre avec ferveur la réputation de son époux, soutenant qu'il était choisi par Dieu et qu'il accomplissait simplement son destin. Ses errances spirituelles influencèrent fortement Raspoutine, transformant progressivement ce paysan en un homme autour duquel s'agrégeait un nombre croissant de disciples. Les gens commençaient à croire en sa force particulière et à lui demander prières et conseils. Rapidement, des pèlerins ainsi que de simples paysans affluèrent vers Raspoutine à Pokrovskoye, espérant bénéficier de son pouvoir de guérison et de ses bénédictions. Dès les premiers pèlerinages, Raspoutine commença à montrer ce qui allait devenir une partie essentielle de sa renommée, mais aussi le noyau de nombreuses controverses. Il s'agit de sa capacité à guérir les malades, bien que par la suite, les rumeurs concernant ses guérisons miraculeuses prissent des proportions légendaires. Des témoins historiques ont conservé des récits concrets d'observateurs, décrivant les premiers exemples de ses capacités extraordinaires. L'un des épisodes les plus célèbres de ses débuts est celui qui se déroula dans son village natal de Pokrovskoye en 1901, bien avant son arrivée à Saint-Pétersbourg. Dans la mémoire locale se trouve le récit détaillé de la paysanne
Anna Semyonovna Yourova, dont le mari tomba gravement malade et fut alité pendant une longue période. Les médecins venus de Tobolsk ne parvinrent ni à établir un diagnostic précis, ni à aider le malade. Dans un état de désespoir, Yourova décida alors de faire appel à Grigori Raspoutine. Selon les souvenirs de Yourova, Grigori entra dans la maison, s'approcha silencieusement du lit du malade, puis pria longuement et avec intensité, touchant de temps à autre la tête de son mari souffrant. Les témoins rapportèrent que le malade se calmait progressivement, et dès le lendemain, il parvint à se lever seul et même à sortir de la maison. Cet incident devint rapidement très connu à Pokrovskoïe et dans les villages environnants, apportant à Raspoutine ses premières reconnaissances et sa renommée. Les historiens, comme Sergei Firsov et Edward Radzinski, analysent cet événement de manière critique. L'amélioration de l'état du malade pourrait avoir été liée à un effet psychologique classique, déclenché par la profonde foi du malade et de ses proches, ou avoir simplement résulté d'une coïncidence ou d'une autosuggestion. Un autre aspect tout aussi intéressant est abordé par l'historien Sergei Firsov, s'appuyant sur des documents d'archives et les souvenirs des habitants de Tobolsk. En 1902, Raspoutine, alors présent dans la ville, fut invité chez un marchand local dont le fils souffrait de graves crises d'épilepsie. Selon les témoignages conservés, Grigori exécuta une longue prière, puis posa sa main sur le front de l'enfant et lui ordonna de s'endormir paisiblement. Les témoins de l'événement affirmaient que l'enfant sombra immédiatement dans un profond sommeil, et dans les jours qui suivirent, les crises épileptiques diminuèrent considérablement. Cependant, les historiens contemporains soulignent que l'épilepsie, surtout à cette époque, était souvent mal diagnostiquée et que l'état du malade pouvait parfaitement s'améliorer grâce à l'effet apaisant du rituel lui-même et à la confiance de la famille en le pouvoir de Raspoutine. Cependant, parallèlement à ces cas, des histoires manifestement exagérées circulaient rapidement. Par exemple, les habitants des villages alentours racontèrent des guérisons supposément complètes de maladies incurables, telles que la cécité ou la paralysie, bien qu'aucune preuve de ces événements ne figure dans les sources officielles. L'historien Radzinski estime que de telles exagérations résultaient de l'imagination populaire et du désir des paysans de percevoir des miracles là où cela les conmonte le plus. Ces légendes renforcèrent considérablement la réputation de Raspoutine et rendirent sa figure encore plus controversée. Il est important de noter que Raspoutine lui-même n'a jamais affirmé ouvertement posséder des capacités surnaturelles. Dans ses échanges avec ses concitoyens et les pèlerins, il soulignait que la guérison survenait grâce à Dieu et que son propre rôle se limitait à une prière sincère et à la foi. Ce comportement ne faisait qu'exacerber la conviction des gens en sa véritable sainteté et sa profonde religiosité. Cependant, les historiens estiment que de telles déclarations faisaient partie d'une image soigneusement fabriquée. Les capacités particulières de Raspoutine attirèrent également l'attention de l'Église officielle. Dans les documents de l'évêché de Tobolsk, on trouve des mentions des vérifications menées par des prêtres pour s'assurer de l'authenticité de ces actions. Bien qu'il n'y ait pas eu de confirmations officielles, ces vérifications témoignent clairement que les autorités ecclésiastiques locales prenaient au sérieux sa réputation croissante. Elles le considéraient à la fois comme un potentiel auxiliaire pour renforcer la foi et comme un rival éventuel capable d'éroder leur propre autorité. Ainsi, les historiens s'accordent à affirmer que les premières manifestations de ses talents de guérisseur découlaient en grande partie de son charisme personnel
de sa profonde fervente religieuse et de sa capacité à apporter le calme autour de lui. Une fois que la renommée de ce mystérieux pèlerin sibérien s'est étendue bien au-delà de son village natal de Pokrovskoïe, il devint connu non seulement des gens ordinaires, mais aussi des membres de la haute société russe. À Saint-Pétersbourg, au début du XXe siècle, de nombreux nobles et membres de l'aristocratie s'intéressaient aux enseignements mystiques, à l'occultisme et à la religiosité populaire. Dans ce contexte, l'apparition d'un paysan charismatique et inhabituel, venu de la lointaine Sibérie, suscita un grand intérêt. La première étape du rapprochement de Raspoutine avec les cercles supérieurs de la société fut sa rencontre avec des représentants influents du clergé de la capitale. En 1903, Grigori Raspoutine arriva à Saint-Pétersbourg et fut présenté à l'évêque Serge, qui était alors recteur de l'Académie spirituelle de Saint-Pétersbourg. Cette rencontre marqua profondément l'évêque. Serge percevait en Raspoutine un homme d'une sincérité rare, distincte des figures religieuses habituelles de la capitale. Peu après, Serge le présenta à son ami, l'archimandrite Théophane, un prédicateur renommé qui avait accès à la famille impériale et jouissait de sa confiance. L'archimandrite fut également impressionné par la simplicité et l'ouverture de Raspoutine. Leur conversation tournait souvent autour de thèmes tels que la prière, la vie spirituelle et l'importance d'une foi vivante, au lieu d'une simple observance des rituels ecclésiastiques. Dans ses mémoires, Théophane observait que Raspoutine pouvait parler des heures durant de la véritable humilité chrétienne et de l'importance de purifier le cœur de l'orgueil et des préoccupations matérielles. Ces échanges conduisirent Théophane à considérer Raspoutine comme un homme capable de revitaliser et de renouveler l'environnement ecclésiastique. Un autre personnage important du milieu ecclésiastique qui fit la connaissance de Raspoutine était le jeune et ambitieux hiéromoine Éléodore. Contrairement à Serge et Théophane, la relation de Raspoutine avec Éléodore était complexe et ambivalente. Leur première rencontre se déroula également chez l'archimandrite. Cependant, Éléodore aborda Raspoutine avec froideur et méfiance au départ, en tant qu'homme brillant, émotionnel et intransigeant. Éléodore analysait de manière critique l'influence d'un simple paysan sur ces figures spirituelles de haut rang et ne voit pas immédiatement en lui un allié. Néanmoins, avec le temps, une relation progressive se développa entre eux, fondée sur des opinions communes sur la nécessité de réformer la vie ecclésiastique. Après plusieurs conversations et sermons en commun, Éléodore apprit à apprécier le charisme et la franchise de Raspoutine, commençant à soutenir progressivement publiquement ses idées. Le hiéromoine voyait en ce vieux sage sibérien l'incarnation d'une foi populaire, sincère et affranchie de la bureaucratie et du formalisme ecclésiastique. Cependant, leur relation n'était jamais simple ni univoque. Éléodore critiquait parfois la liberté excessive avec laquelle Raspoutine interprétait les vérités religieuses, et leur alliance ressemblait davantage à une coopération temporaire qu'à une amitié solide. Un moment clé dans le parcours de Raspoutine vers la cour impériale fut sa rencontre avec les influentes princesses Militsa et Anastasia Tchernogorskaya, qui avaient un accès direct à la famille impériale. L'archimandrite Théophane insista pour organiser une rencontre personnelle entre Raspoutine et les sœurs Tchernogorskaya, convaincus que Grigori pourrait les aider dans leur quête religieuse. Grâce à ces connexions, son nom commença à circuler rapidement
Parmi l'aristocratie de la capitale, beaucoup commencèrent à l'inviter pour des échanges personnels et des consultations spirituelles. C'est par l'intermédiaire des princesses Tchernogorskaïa que le vieux sage gagna l'intimité du cercle proche de la famille impériale. Les princesses étaient passionnées de mystique et de quêtes spirituelles. Raspoutine devint un visiteur régulier dans leur salon, où se réunissait l'aristocratie de Saint-Pétersbourg. Lors de ces rencontres, Grigori évoquait le renouvellement spirituel de la société, le salut personnel et l'importance de revenir à des valeurs chrétiennes simples mais sincères. Selon les souvenirs de ses contemporains, le discours de Raspoutine demeurait toujours calme et sûr de lui. Il n'employait pas d'expressions compliquées, mais parvenait à toucher les cœurs des auditeurs les plus sceptiques. Impressionnés par leurs échanges avec lui, les princesses Tchernogorskaïa prirent la décision de le présenter à l'empereur Nicolas de Ceussy et à l'impératrice Alexandra Fyodorovna. La première rencontre se déroula le 1er novembre 1905 au palais Alexandre du village impérial. Malgré la méfiance initiale de l'empereur et de l'impératrice, Raspoutine parvint rapidement à gagner leur confiance. Nicolas II nota plus tard dans son journal que Raspoutine lui avait laissé l'impression d'un homme d'une rare simplicité et sincérité. L'impératrice Alexandra ressentit un lien spirituel particulier avec le pèlerin sibérien et l'accueillit comme une personne capable d'apporter un soutien spirituel à la famille. Après sa première rencontre avec le couple impérial, Raspoutine réussit rapidement à établir des relations véritablement confiantes et proches avec la famille impériale. Le principal facteur ayant favorisé ce rapprochement fulgurant fut la grave maladie de l'héritier du trône, le tsarévitch Alexeï. Alexeï était atteint d'hémophilie, une maladie héréditaire grave, où même la moindre blessure, apparemment insignifiante, pouvait provoquer des saignements prolongés. La famille impériale vivait dans une tension constante et dans la peur pour la vie de l'héritier. La médecine de cette époque était incapable de traiter ce mal. C'est dans cette situation critique que Raspoutine fit son apparition, inspirant à la famille impériale la foi en sa capacité à soulager les souffrances du tsarévitch grâce à la prière et au soutien spirituel. Un épisode particulièrement marquant et soigneusement documenté fut celui de l'automne 1912, dont de nombreuses sources, journaux intimes et correspondances de la famille impériale attestent les détails. À cette époque, la famille impériale se reposait dans la ville polonaise de Spala. Lors d'une promenade en bateau, Alexeï glissa et se blessa gravement à la cuisse, entraînant un important saignement interne et la formation d'un énorme hématome. L'état de l'héritier se détériorait jour après jour. Le garçon souffrait de douleurs intenses et avait pratiquement perdu toute capacité à bouger. Les médecins qui le soignèrent estimaient la situation critique, mettant ouvertement en garde les parents contre un éventuel dénouement tragique. L'atmosphère au sein de la famille impériale était extrêmement tendue et préoccupante, et l'impératrice Alexandra Fyodorovna se retrouvait au bord du désespoir. À ce moment crucial, elle envoya un télégramme urgent à Raspoutine, qui se trouvait alors loin en Sibérie, dans son village natal de Pokrovskoïe. Dans ce message, elle le suppliait de prier pour la santé de son fils et exprimait un profond espoir quant à son aide spirituelle. La réponse de Raspoutine fut brève et directe, mais elle exerça un immense impact psychologique sur l'impératrice et tous les membres de la famille impériale. Dans son télégramme, il écrivait «
Dieu a vu tes larmes et entendu tes prières. Ne t'inquiète pas, le petit ne mourra pas. Ne laisse pas les médecins trop t'inquiéter. » Cette courte phrase marqua profondément Alexandra Fyodorovna. L'impératrice interpréta les paroles de Raspoutine comme une inspiration divine et suivit immédiatement son conseil. Elle limita l'intervention des médecins dans le traitement d'Alexeï, annulant les procédures douloureuses telles que les massages et les examens médicaux fréquents, garantissant ainsi à l'héritier un repos complet et une ambiance tranquille, éloignée du tumulte et de la tension des consultations médicales. À la suite de cette décision, l'atmosphère au sein de la famille impériale devint nettement plus sereine. L'anxiété et la nervosité qui avaient auparavant affecté l'héritier s'estompèrent. Peu de temps après, l'état d'Alexeï commença à s'améliorer de façon tout à fait inattendue. Le saignement interne diminua progressivement, les douleurs s'atténuèrent et le garçon, contre les pronostics les plus pessimistes des médecins, commença à se rétablir. Cet événement fut relaté en détail dans les journaux intimes et la correspondance de l'impératrice Alexandra Fyodorovna, ainsi que dans les souvenirs des courtisans et des médecins qui prenaient soin de l'héritier. Pour la famille impériale, cet événement apparaissait comme un véritable miracle et confirmait pleinement, à leurs yeux, les extraordinaires capacités spirituelles de Raspoutine. Cependant, les historiens et les médecins contemporains analysent cet épisode sous un autre angle. Les historiens Alexandre Bachanov et Sergueï Firsov, ainsi que d'autres chercheurs modernes, soulignent que l'amélioration de la condition de l'héritier ne peut être attribuée à une intervention surnaturelle. Ils privilégient plutôt une explication selon laquelle l'amélioration résulte d'un ensemble de facteurs. Tout d'abord, l'effet psychologique a joué un rôle essentiel. Le télégramme de Raspoutine a considérablement diminué le stress et la tension émotionnelle chez l'impératrice et le tsarévitch lui-même. De plus, le refus des procédures médicales traumatisantes et douloureuses, telles que les massages fréquents, qui pouvaient en réalité aggraver l'état de l'enfant, a permis à son organisme de bénéficier du repos nécessaire pour se rétablir de manière autonome. Les médecins qui prenaient soin d'Alexeï admettaient que leur intervention active pouvait, à l'insu de tous, causer plus de mal que de bien. Après que les épisodes de la maladie de l'héritier eurent convaincu l'impératrice et l'empereur Nicolas II des capacités particulières de Raspoutine, l'influence du vieux sage sibérien à la cour commença à croître rapidement. Cependant, les véritables limites de son pouvoir étaient loin des proportions mythiques que la rumeur lui prêtait. Pour saisir l'ampleur réelle de son influence sur la politique de l'Empire russe, il est essentiel d'examiner en détail les personnalités de Nicolas et d'Alexandra, ainsi que la situation complexe prévalant dans le pays à cette époque. L'Empire russe du début du XXe siècle se trouvait dans une position particulièrement délicate. La récente guerre russo-japonaise s'était soldée par une lourde défaite et les événements révolutionnaires de 1905 avaient considérablement affaibli l'autorité monarchique. Par ailleurs, le pays faisait face à une pression sociale et économique incessante. Dans ce contexte, Nicolas II se révéla être un dirigeant indécis, sujet aux hésitations et très dépendant des opinions de son entourage. Sa femme, Alexandra Fyodorovna, en revanche, se distinguait par un caractère fort et déterminé, tout en étant sujette à une grande instabilité émotionnelle, recherchant souvent du réconfort auprès de personnes en qui elle avait confiance sur le plan spirituel et émotionnel. Raspoutine devint donc cette personne pour elle, initialement
Son influence se concentrait surtout sur les questions personnelles de la famille impériale et sur la santé de l'héritier. Cependant, il commença progressivement à donner des conseils sur des questions politiques. L'impératrice interprétait souvent ses paroles de manière littérale et les rapportait à son mari avec une foi entière, exerçant ainsi une pression significative sur lui. Cependant, Nicolas Opikondzi ne suivait pas toujours les recommandations de Raspoutine, notamment en ce qui concerne les décisions gouvernementales majeures. Son influence devint particulièrement marquée après que, en septembre 1915, Nicolas II se soit rendu sur le front de la Première Guerre mondiale, assumant ainsi les fonctions de commandant suprême. Son absence prolongée de la capitale signifiait qu'Alexandra Fyodorovna devenait en réalité la principale responsable des affaires intérieures du pays. Préoccupée en permanence par le sort de son mari, du pays et de son fils malade, l'impératrice se rapprocha encore plus de Raspoutine et commença à lui demander régulièrement des conseils et des recommandations sur divers sujets, y compris la situation intérieure du pays. Cependant, il existe très peu de cas documentés et vérifiables où Raspoutine aurait personnellement influencé la nomination ou le licenciement de ministres, bien que des rumeurs concernant son influence sur la politique circulent continuellement dans la société et la presse. Il n'y a pas de preuves concrètes prouvant que l'empereur ait nommé ou révoqué des ministres uniquement sur la base des recommandations de Raspoutine. Il est seulement avéré que de nombreux fonctionnaires, y compris des ministres et des diplomates, éprouvaient une forte irritation et un mécontentement face à la présence permanente du vieux sage à la cour et à ses efforts pour formuler des recommandations. Néanmoins, des épisodes montrent que l'opinion de Raspoutine devenait l'un des facteurs influençant la décision de l'empereur. Par exemple, en 1915, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Maklakov, fut destitué après que Raspoutine eut publiquement exprimé son opposition à son égard. Maklakov critiquait ouvertement la présence du sage à la cour, estimant qu'elle ternissait l'image de la famille impériale et nuisait à l'autorité monarchique. Cela a engendré le mécontentement tant de Raspoutine que de l'impératrice Alexandra Fyodorovna, qui tenait en considération les avis de son conseiller spirituel, bien que la décision de Nicolas II de révoquer Maklakov n'ait pas été uniquement déterminée par l'opinion de Raspoutine. L'évaluation négative du ministre par le sage a indéniablement contribué à intensifier la pression sur l'empereur, précipitant ainsi sa décision. Malgré le fait que le pouvoir réel de Raspoutine à la cour était limité, sa présence constante auprès de la famille impériale suscitait de plus en plus d'irritation au sein de la société russe. Les rumeurs concernant son supposé comportement immoral, ainsi que les scandales et abus qui lui étaient associés, étaient largement propagés par les forces d'opposition et la presse, amplifiant considérablement son rôle réel. Ainsi, un mythe s'élaborait autour d'un pouvoir obscur, exercé par le sage, prétendument en mesure de maintenir le roi et la reine sous son contrôle absolu. Pour l'opposition, ce mythe devenait un outil efficace pour discréditer la monarchie. Au sein de la société russe, en particulier parmi les nobles, les officiers et le clergé, le mécontentement croissant face à la présence d'une personne d'une réputation si ambiguë à la cour impériale se faisait de plus en plus manifeste. Il devint le symbole de la crise monarchique ainsi que l'incarnation de la faiblesse et de l'indécision du pouvoir impérial. Sa seule présence et les rumeurs qui l'entouraient causèrent d'énormes dégâts à la réputation de l'empereur et de l'impératrice,
accentuant les divisions au sein de la société et renforçant les sentiments révolutionnaires. Le mécontentement de l'aristocratie et de l'élite russe à l'égard de Raspoutine se manifestait non seulement dans des discussions privées et des intrigues en coulisses, mais également par la propagation active de rumeurs le diffamant. Parmi les accusations les plus connues et persistantes à son encontre figurait celle d'appartenir à une secte religieuse prohibée par l'Église, les clistes. Le clistisme est apparu en Russie au milieu du XVe siècle en tant que secte religieuse dont les membres rejetaient les dogmes et rituels officiels de l'Église. La secte prêchait la possibilité d'une communication directe avec Dieu à travers des rituels collectifs connus sous le nom de radinis. Lors de ces assemblées, les adeptes des clistes tombaient dans un état d'extase religieuse. Ils chantaient, dansaient et tournaient jusqu'à s'épuiser, atteignant parfois un état de transe. L'élément central de ces rassemblements était l'automutilation et l'autopunition, symbolisant le repentir pour les péchés et le désir de purification spirituelle. De plus, des rumeurs persistantes, bien que non officiellement confirmées, circulaient selon lesquelles des orgies rituelles se déroulaient lors de ces radinis, prétendument pour atteindre un état d'extase encore plus intense et une union avec Dieu. De tels rites étaient fermement condamnés par l'Église et les autorités comme immoraux et hérétiques, et la secte elle-même était continuellement pourchassée. Les accusations visant Raspoutine concernant son affiliation au clistisme provenaient, entre autres, de son ancien associé, l'hiéromoine Iléador, qui devint l'un des adversaires les plus ardents du sage sibérien. Les relations entre Iléador et Raspoutine se sont détériorées pour plusieurs raisons. Iléador était un homme d'une ambition extrême, peu tolérant à la compétition, et souhaitait devenir le principal conseiller spirituel et réformateur de la famille impériale. Cependant, Raspoutine l'a progressivement écarté, gagnant beaucoup plus de confiance. Cela a profondément atteint l'orgueil d'Iléador, qui a commencé à percevoir en le sage son principal, rival et ennemi. De plus, Iléador a commencé à accuser Raspoutine d'immoralité, en affirmant que le sage corrompait prétendument ses adeptes féminines et organisait des rites extatiques. Il a rendu ces accusations publiques par le biais de déclarations retentissantes. Toutefois, Iléador n'était pas le premier à associer Raspoutine aux clistes. De telles allégations avaient déjà été formulées auparavant, y compris à un très haut niveau gouvernemental. Dès 1909, le Premier ministre Piotr Stolypine avait ainsi reçu une série de rapports et de communications émanant de la police et des autorités religieuses, affirmant directement ou indirectement que Raspoutine entretenait des liens avec les clistes et prêchait des idées similaires aux leurs. Stolypine a engagé personnellement une conversation avec Raspoutine, où il lui a directement exigé de cesser de s'immiscer dans les affaires de l'État et d'essayer d'influencer la politique, tout en lui conseillant d'une insistante manière de quitter Saint-Pétersbourg et de ne plus se présenter à la cour. L'une des raisons qui motivait la fermeté de Stolypine était précisément le soupçon, selon lequel le sage appartenait à une secte religieuse dangereuse et prohibée. Toutefois, aucune preuve directe n'a pu être fournie. Quoi qu'il en soit, les accusations étaient activement reprises et relayées par la presse, particulièrement par les opposants. Les journaux publiaient des articles affirmant, en se basant sur des témoins anonymes, que Raspoutine organisait des réunions secrètes où se déroulaient prétendument des actes indécents, des danses et même des orgies sexuelles inspirées par les rites clistes. Ces publications se répandaient rapidement,
créant une image extrêmement négative du sage dans l'esprit du public. En 1912, la situation a atteint un point critique et l'empereur Nicolas II a ordonné une enquête officielle sur ces accusations. Le ministre de l'Intérieur, Alexandre Makarov, a mis en place une enquête secrète qui a soigneusement examiné les témoignages, les dénonciations et les déclarations, y compris celles d'Iléador et d'autres figures religieuses. Les enquêteurs se sont profondément immergés dans la vie de Raspoutine, vérifiant chaque fait de sa biographie et interrogeant des personnes le connaissant personnellement. Toutefois, aucune confirmation des accusations n'a été trouvée. Dans le rapport officiel soumis à Nicolas II, il était clairement stipulé qu'il n'y avait aucune raison de considérer Raspoutine comme membre de la secte des Klistes ou d'une autre organisation prohibée. Raspoutine lui-même, lors de nombreuses conversations avec les enquêteurs, a systématiquement réfuté les accusations, déclarant qu'il avait toujours été fidèle à la foi orthodoxe et qu'il n'avait aucun lien avec des sectes. Le Saint-Synode a également mené sa propre enquête sur ces allégations, parvenant à une conclusion similaire. Les accusations étaient infondées et n'étaient que des manifestations d'hostilité et d'intrigue venant des opposants aux sages. Néanmoins, malgré les conclusions officielles de l'enquête, le mythe de l'appartenance de Raspoutine au klistisme s'est révélé extrêmement résistant. Il s'alignait parfaitement avec l'atmosphère intrigante des politiques et des enjeux sociaux de l'époque. L'aristocratie russe et l'opposition ont activement promu ce mythe, l'utilisant pour convaincre la société et la famille impériale du danger que représentait le sage. De nombreuses accusations ont également circulé au sujet de situations beaucoup plus scandaleuses. L'une des plus célèbres est l'incident survenu en mars 1915 dans les célèbres bains Sandouni de Moscou. D'après des rapports policiers conservés et des témoignages oculaires, Raspoutine a été vu dans la section féminine des bains, où la présence d'hommes était strictement interdite. De plus, il s'y trouvait sans vêtements appropriés, ce qui a suscité un vif émoi public et un grand scandale, devenant instantanément l'objet des journaux et des commérages de la capitale. Bien que la police n'ait confirmé sa présence à cet endroit interdit, l'absence de preuves d'un comportement immoral direct a causé un préjudice considérable à sa réputation. L'histoire, propagée par ses opposants, selon laquelle Raspoutine aurait un jour abusé de l'hospitalité d'une famille qu'il avait accueillie lors d'un de ses voyages, était tout aussi controversée. L'opinion publique a majoritairement retenu la version selon laquelle le sage aurait séduit la fille de ses hôtes naïfs. Ce bruit a été largement relayé par les médias. Cependant, aucune enquête officielle n'a pu fournir de preuves étayant de telles accusations. Globalement, les allégations d'immoralité et de multiples actes amoureux sont devenus une composante essentielle de l'image publique de Raspoutine. Les opposants au sage colportèrent des rumeurs, selon lesquelles, lors de réunions de prière privées, il aurait commis des actes non conformes aux normes morales, prétendant absoudre les péchés et procéder à une purification spirituelle. Les journaux soutenaient et amplifiaient activement ces accusations, souvent sans vérifier les sources et en diffusant des récits des plus fantaisistes. La construction de l'image démoniaque de Raspoutine a été largement facilitée par la presse de masse de l'époque. Au début du XXe siècle, le journalisme russe connaissait un essor de matériel sensationnel et de révélations. L'image du sage sibérien s'avérait particulièrement lucrative pour les journaux, et son comportement scandaleux devenait rapidement un prétexte pour la publication de caricatures, de pamphlets et de cycles entiers d'articles contenant des révélations chocs.
Les opposants politiques, tels que le député de la Douma d'État Vladimir Pourechkine, ont activement diffusé des documents présentant Raspoutine comme un libertin ayant assujetti la famille impériale et menaçant la sécurité de l'État. Cependant, les archives historiques et les éléments des enquêtes officielles révèlent que la grande majorité de ces accusations étaient soit fortement exagérées, soit complètement inventées. Dans la plupart des cas, les rédacteurs de ces documents s'appuyaient sur des rumeurs anonymes et des suppositions dans le but de discréditer le sage et de saper ainsi l'autorité de la cour impériale. Néanmoins, de nombreux historiens s'accordent à reconnaître que Raspoutine entretenait en effet de nombreuses relations libres avec des femmes, y compris des disciples qui devenaient de leur plein gré des objets de son attention. Il n'existe aucune preuve qu'il ait jamais eu recours à la force ou à la contrainte, même si ce comportement était déjà inacceptable et choquant selon les strictes normes sociales de l'époque. Ainsi, les légendes entourant la vie dissolue de Raspoutine constituent un entrelacement complexe d'actions réelles, bien que provocatrices, du sage mêlées à des accusations délibérément exagérées et inventées, illustrant un exemple frappant du premier blackpicking orchestré par la presse et les opposants aux sages. L'image démoniaque, bien que manifestement exagérée, a exercé une immense influence sur l'opinion publique. De plus, les multiples accusations et scandales entourant Raspoutine ne se limitaient pas à des rumeurs et des articles de presse. Sa réputation en a fait une véritable cible pour des tentatives d'assassinat bien avant son décès. Dès 1912, lorsque l'hostilité publique envers le sage a atteint un seuil critique, des appels ouverts et des complots visant à éliminer physiquement ce redoutable favori de la famille impériale ont commencé à émerger. La première tentative d'assassinat documentée et la plus connue s'est déroulée le 29 juin 1914 dans son village natal de Pokrovskoye. L'exécutrice de cette attaque était Kionia Gousseva, une simple paysanne et ancienne adepte de l'archimandrite Iléodore, un opposant actif et fervent au sage. Gousseva a infligé à Raspoutine une grave blessure par arme blanche au ventre, près de chez lui. Cette tentative d'assassinat a failli lui être fatale. Raspoutine a perdu beaucoup de sang et était dans un état critique, mais grâce aux soins médicaux rapides qu'il a reçus, il a finalement survécu. Lors des interrogatoires, Gousseva a affirmé agir par motif religieux, voyant en Raspoutine un antéchrist et un séducteur d'âmes qui pervertissait les gens et conduisait la Russie à sa perte. L'enquête a révélé que le véritable inspirateur spirituel et idéologue de l'attentat était en réalité Iléodore, bien que sa responsabilité directe n'ait pas pu être légalement établie et qu'il ait échappé à toute sanction. Cet événement était extrêmement révélateur. L'image de Raspoutine s'était tellement dégradée dans l'esprit du public que les gens percevaient son élimination comme un devoir sacré et le seul moyen possible de sauver le pays. Cependant, cette attaque n'était pas un acte isolé. Au cours des années suivantes, le service de sécurité et Raspoutine lui-même recevaient régulièrement de nombreuses lettres et notes anonymes contenant des menaces de mort explicites. Des preuves archivées de ces messages ont été conservées. L'une des lettres qui lui étaient adressées contenait le message suivant: « Sorcier de Sibérie, tu as ruiné la Russie, mais tu recevras bientôt le châtiment que tu mérites. » De telles menaces arrivaient fréquemment, ce qui a poussé les autorités à renforcer considérablement les mesures de sécurité entourant le sage. Il a été décidé de lui accorder une protection permanente.
surveillant ses déplacements et contrôlant ses contacts personnels. Cela a été confirmé par des rapports de la police et des notes de journal provenant de l'entourage de Raspoutine, témoignant d'une inquiétude constante pour sa sécurité. Les menaces et les tentatives d'assassinat ne venaient même pas seulement de fanatiques religieux, mais également de groupes politiques pour qui Raspoutine représentait un symbole commode de la crise et des échecs de l'Empire russe durant les années de la Première Guerre mondiale. Un fait significatif qui témoigne de l'attitude réelle de l'élite envers Raspoutine est qu'au sein même de la haute noblesse et des proches de la famille impériale, l'idée de son élimination physique était courante. Ainsi, le député de la Douma d'État, Vladimir Purishkevitch, exprimait publiquement une hostilité extrême envers le sage, le qualifiant sans détour de tumeur maligne sur le corps de la Russie. De telles déclarations résonnaient non seulement dans les coulisses, mais également en public, reflétant un large soutien populaire à l'idée de se débarrasser du sage. La tension qui entourait la figure de Raspoutine et les nombreuses menaces mentionnées dans le chapitre précédent ont logiquement conduit à l'exécution du complot le plus connu, en décembre 1916. Les figures centrales de ce complot proviennent des couches les plus élevées de la société russe, ayant un accès direct à la cour impériale et jouissant d'un respect considérable au sein de leur cercle. Le premier et le plus connu des participants était le prince Félix Youssoupov, membre de l'une des familles les plus riches et anciennes de l'Empire russe. Célèbre pour son mode de vie extravagant, Youssoupov était une personnalité charismatique et aventurière. Son aversion envers Raspoutine était personnelle, émotionnelle et profondément ancrée. Il voyait en effet le sage comme le principal responsable de la crise que traversait le pays, convaincu que son influence avait conduit à la chute catastrophique du prestige de la famille impériale. Youssoupov déclarait à maintes reprises qu'il considérait l'assassinat du sage comme une mission personnelle, indispensable pour sauver la Russie. Le deuxième participant significatif était Vladimir Purishkevitch, député de la Douma d'État, connu pour ses opinions ultra-conservatrices et ses convictions monarchistes. Purishkevitch était un homme passionné et radical dans ses croyances politiques, persuadé que l'élimination de Raspoutine contribuerait à renforcer le régime tsariste et à lui redonner son ancien prestige. Le troisième participant particulièrement important au complot était le grand-duc Dmitri Pavlovitch Romanov, cousin de l'empereur Nicolas II. Jeune, ambitieux et apprécié dans les cercles supérieurs de la société, Dmitri Pavlovitch faisait partie de ceux qui croyaient sincèrement que l'influence de Raspoutine était nuisible tant pour sa propre famille que pour le pays dans son ensemble. Sa participation au complot revêtait une grande importance, car la présence d'un membre de la famille impériale conférait légitimité et gravité à l'ensemble de l'opération. En plus de ces trois principaux protagonistes, le complot impliquait également des figures moins connues, mais tout aussi cruciales, comme le docteur Stanislav Lazaver, un jeune médecin militaire chargé de l'aspect médical de la préparation de l'assassinat, ainsi que le lieutenant Sergueï Soukotin, officier du régiment de Préobrazhensky et ami proche du prince Youssoupov. Leur implication soulignait le sérieux et la planification méticuleuse du complot, car Lazaver était responsable de la sélection et de la préparation du poison, tandis que Soukotin assistait à l'organisation et participait directement aux événements de cette nuit fatidique. Le 16 décembre 1916, en fin de soirée, Raspoutine arriva au palais des Youssoupov, situé sur les rives de la rivière Moïka, à Saint-Pétersbourg,
Il avait été invité par le prince Yusupov sous le prétexte de rencontrer sa femme, la grande duchesse Irina Alexandrovna, qui se trouvait effectivement très loin, en Crimée, et n'était nullement au courant de l'assassinat prévu. Vers minuit, Raspoutine fut accueilli par Yusupov et conduit dans une petite pièce soigneusement préparée, au sous-sol du palais. Cette salle avait été aménagée à l'avance pour une conversation intime et confiante, avec une table et des chaises agrémentées d'amuse-gueules, de vin et de douceurs, dont des pâtisseries. Selon le plan initial des conspirateurs, Raspoutine devait déguster une pâtisserie et boire du vin préalablement empoisonné par le docteur Lazaver, après quoi il devait mourir rapidement et sans faire de bruit. Cependant, contrairement aux attentes des comploteurs, le sage ne montrait aucun signe de détérioration de sa santé durant une période relativement longue, poursuivant tranquillement la conversation avec Yusupov. Inquiet face à cette tournure des événements, Yusupov quitta la pièce sous le prétexte de vérifier si tout se passait bien à l'étage supérieur et se dirigea vers ses complices, Purishkevitch et le grand-duc Dmitri Pavlovitch, qui attendaient aux étages supérieurs du palais la fin de l'opération. Après avoir consulté et décidé que le plan initial avait échoué, les conspirateurs prirent la décision d'utiliser une arme. Yusupov retourna au sous-sol, prit le revolver préparé à l'avance et s'approchant de Raspoutine, tira soudainement sur lui. Le sage tomba au sol et, pensant qu'il était mort, Yusupov remonta pour informer les autres que tout était réglé. Cependant, après un certain temps, en redescendant, les comploteurs découvrirent avec effroi que Raspoutine, bien que gravement blessé, était vivant et avait réussi à sortir du sous-sol en tentant de s'enfuir à travers la cour. Cela entraîna une panique et une confusion parmi les participants au complot. La situation fut interrompue par Purishkevitch. Saisissant le revolver, il courut dans la rue à la poursuite du sage et tira plusieurs coups supplémentaires qui aboutirent à la mort de Raspoutine. Par la suite, les conspirateurs enveloppèrent le corps de Raspoutine dans un tissu, le chargèrent dans une voiture et se dirigèrent vers la périphérie de la ville, à la Malaya Nevka, où ils l'y jetèrent dans une trouée, espérant ainsi dissimuler les traces du crime et éviter une découverte rapide du corps. Le corps de Grigori Raspoutine fut retrouvé 2 jours après le meurtre, le 19 décembre 1916. Il fut découvert dans la trouée de la Malaya Nevka, près du pont Petrovski. L'endroit fut identifié assez rapidement grâce aux recherches policières et aux témoignages de personnes ayant signalé une activité suspecte du véhicule durant la nuit du meurtre. Les policiers et les plongeurs extrairent le corps de l'eau glacée avant qu'il ne soit envoyé pour une expertise médico-légale officielle. Dès le départ, l'assassinat du sage suscita de nombreuses légendes sensationnelles et rumeurs. L'une des légendes les plus célèbres et persistantes est celle de l'incroyable invincibilité de Raspoutine. Selon cette version, il aurait survécu à un empoisonnement, supporté plusieurs blessures par balle et, demeurant encore en vie, aurait été jeté dans l'eau glacée où il serait finalement mort en s'étouffant. Cependant, les documents détaillés de l'expertise médico-légale de l'époque éclairent les véritables circonstances de la mort du sage et réfutent en grande partie ces histoires sensationnelles. Selon le rapport officiel d'autopsie, rédigé par le médecin en chef du département médico-légal, le professeur Dmitri Kosorotov, la mort de Raspoutine est survenue suite à plusieurs blessures par balles graves. Son corps présentait 3 impacts de balles, un dans la poitrine,
ayant perforé le poumon et touché le foie, un dans le dos, atteignant la colonne vertébrale, et un dans la région du front, qui s'est avéré mortel et a été tiré à bout portant. L'expertise a également relevé de nombreux hématomes et lésions des tissus mous, témoignage d'une violente agression subie par le sage avant sa mort. Par ailleurs, le rapport d'autopsie a noté qu'il n'y avait pas d'eau dans les poumons, ce qui indique qu'il n'avait pas été noyé et qu'il était déjà mort au moment de son immersion dans la trouée. En ce qui concerne la légende largement répandue de l'empoisonnement, aucune trace de poison, notamment de cyanure de potassium, n'a été trouvée lors de l'autopsie et des investigations ultérieures sur le corps de Raspoutine. Ce fait prouve que la version impliquant du poison, que Yusupov a par la suite activement popularisée dans ses mémoires, était une invention artistique destinée à accentuer le drame et le mystère entourant le meurtre. Les historiens contemporains s'accordent à dire que Yusupov a sans doute fabriqué ou exagéré ce détail pour justifier la nécessité d'une exécution violente et présenter Raspoutine comme une figure surnaturelle avec laquelle il était impossible de composer par des moyens ordinaires. Après que la nouvelle de l'assassinat se soit répandue, la famille impériale et l'empereur Nicolas II ressentirent un profond choc. Une enquête fut rapidement lancée, au cours de laquelle les principaux acteurs du complot furent vite identifiés. Malgré l'évidence de leur culpabilité, l'enquête s'avéra complexe et douloureuse pour la monarchie. Les conspirateurs faisaient partie des couches supérieures de la société, et le grand-duc Dmitri Pavlovitch était membre de la famille impériale. En fin de compte, Nicolas II se contenta de sanctions relativement légères. Le prince Yusupov fut exilé dans son domaine, près de Koursk. Le grand-duc Dmitri Pavlovitch fut envoyé servir en Perse, tandis que Purishkevitch fut exilé sur le front. Malgré la gravité manifeste du crime, aucun des participants au complot ne subit de sanctions plus sévères. Les conséquences de cet assassinat furent radicalement différentes de ce que les conspirateurs avaient anticipé. Plutôt que d'apaiser la société et de renforcer l'autorité monarchique, une situation opposée se produisit. L'assassinat d'un proche de la famille impériale par des nobles de haut rang ébranla encore davantage l'autorité de la monarchie, mettant en lumière la faiblesse de l'empereur et provoquant une fracture au sein des élites. Cela devint l'un des facteurs accélérant les événements révolutionnaires qui, 2 mois plus tard, débouchèrent sur la révolution de février 1917. Les participants au complot, après la révolution, furent contraints de s'exiler, et leurs destins prirent des directions variées. Le prince Félix Yusupov passait le reste de sa vie en France, se consacrant activement à l'écriture de mémoires et de souvenirs, où il continua d'entretenir le mythe de la nature mystique de la mort de Raspoutine. Le grand-duc Dmitri Romanov vécut également en émigration, décédant en 1942 en Suisse. Vladimir Purishkevitch mourut de la typhoïde en 1919 à Novorossiysk, n'ayant jamais eu le temps de quitter la Russie. Ainsi, les témoignages documentaires de l'expertise médico-légale et les archives de cette période indiquent clairement que les véritables circonstances de la mort de Raspoutine étaient moins mystiques et dramatiques que les légendes qui entourent cet assassinat. Néanmoins, ces mythes, largement répandus au fil des années, se sont profondément enracinés dans la conscience collective et ont façonné une image durable de Raspoutine comme étant invincible et mystique. Après sa mort, sa famille connut également des défis considérables,
se retrouvant immédiatement dans une situation extrêmement compliquée. Proskovia Fyodorovna Raspoutine, la femme du sage, après avoir appris cette tragique nouvelle, fut soumise à une pression constante et à l'hostilité de la population locale, ainsi que des nouvelles autorités. Contrainte de quitter son village natal de Pokrovskoye, elle se dirigea avec ses enfants vers Tioumen, où elle vécut dans la pauvreté, sans soutien ni moyens de subsistance. Elle tenta à plusieurs reprises de solliciter protection et aide auprès des nouvelles autorités, mais ses efforts furent vains. En fin de compte, elle perdit la vie dans des conditions difficiles en Sibérie en 1936, sans jamais obtenir la reconnaissance ni réussir à échapper à l'ombre de la célébrité de son mari. Les destins des enfants de Raspoutine furent tout aussi tragiques. Sa fille aînée, Maria Grigorievna, fut contrainte de quitter la Russie peu après les événements révolutionnaires, fuyant les persécutions et les menaces. D'abord, Maria s'installa en Europe, où elle passa plusieurs années à errer tout en tentant de reconstruire sa vie. Plus tard, elle émigra en Amérique, où elle s'engagea activement dans des activités littéraires et donna des conférences cherchant à restaurer la bonne réputation de son père et à combattre les nombreux mythes et accusations liés à sa figure. Maria s'efforça, jusqu'à la fin de sa vie, de convaincre le public que son père avait été injustement calomnié, devenant une victime des intrigues politiques. Maria Raspoutine décéda en 1977 en Californie. Sa sœur cadette, Varvara Grigorievna, connut un destin encore plus bref et tragique. Elle resta en Russie soviétique et, face à des changements brutaux et à des privations constantes, mourut d'une grave maladie, sans jamais avoir attendu une amélioration des conditions de vie, ni échapper aux persécutions liées au nom célèbre de son père. En ce qui concerne la perception contemporaine de Raspoutine, les historiens l'analysent aujourd'hui avec beaucoup plus de sérénité et d'objectivité qu'au siècle dernier. Les chercheurs soulignent que la véritable ampleur de son influence était bien inférieure à ce qui avait été supposé auparavant, bien qu'il soit devenu un puissant symbole de la crise de l'Empire russe et du déclin de l'autorité tsariste. Ses actions et décisions personnelles ne purent pas modifier de manière significative la situation politique du pays. En réalité, Raspoutine était un homme utilisé par diverses forces, tant par l'opposition que par des membres proches de la cour, pour leurs propres intérêts. Avec le temps, les recherches historiques et les documents d'archives ont permis d'avoir une vision plus claire de sa personnalité, la dissociant des exagérations et des mystifications qui se sont accumulées au fil des ans. En concluant cette conférence, il est crucial de souligner l'importance de séparer la réalité historique des mythes et des légendes. En effet, ces mythes, malgré leur attrait, déforment souvent et simplifient la représentation des événements réels, entravant notre capacité à comprendre et à réfléchir objectivement sur les leçons de l'histoire. La figure de Raspoutine, entourée de mythes, de sensations et d'intrigues politiques, illustre parfaitement la facilité avec laquelle l'opinion publique peut être influencée par des rumeurs et des conjectures. En comprenant les véritables événements du passé et en les étudiant sans préjugés, nous avons l'opportunité de découvrir derrière les figures historiques des humains vivants, avec toutes leurs forces et faiblesses, leurs qualités et leurs défauts. C'est précisément cette approche qui nous aide à mieux appréhender non seulement le passé, mais aussi le présent, à identifier les causes de certains événements et à prendre conscience de leurs conséquences. Aujourd'hui,
nous avons tenté de vous narrer de la manière la plus détaillée et objective possible l'histoire réelle de la vie et de la mort de Grigori Raspoutine, en séparant les faits des légendes, la vérité de la fiction. Cependant, chacun d'entre vous, chers spectateurs, a sans aucun doute sa propre opinion et perception de cette figure historique singulière. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Mystique et prophète, victime des circonstances, manipulateur astucieux ou homme injustement calomnié par l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines conférences. Et n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. À bientôt sur notre chaîne.